ans. Et puis Emmanuel Macron et Justin Trudeau plus unis que jamais. Le président français et le Premier ministre canadien se sont vus hier avant un sommet du G7 qui commence demain. L'occasion pour les deux hommes de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour tenter de faire entendre raison à Donald Trump. En jeu, la question des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. On en parle tout de suite avec Frédéric Meyrand. Il est directeur et professeur de Cerium, le centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Frédéric Meyrand, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes directeur et professeur du Cerium, le centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Alors d'abord un mot sur la rencontre hier entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Leur objectif était de montrer leur unité avant le G7 qui débute demain au Québec. Est-ce que cette technique peut payer face à Donald Trump ? Bon, on sait déjà qu'il n'y a pas l'épaisseur de papier à cigarette entre les positions de Justin Trudeau et celles d'Emmanuel Macron. Ils sont d'accord sur à peu près 99% des grands dossiers internationaux et on pourrait même dire que leur politique interne est assez semblable aussi. La question, c'est de savoir s'il vaut mieux confronter Donald Trump ou au contraire essayer d'une position plus apaisée à son endroit. Donc c'est une question qui se pose depuis déjà l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il y a des enjeux commerciaux très importants. Ils sont importants pour la France, mais ils sont encore plus importants pour le Canada. Jusqu'à maintenant, Justin Trudeau, comme Emmanuel Macron, avait plutôt adopté une position modérée à l'endroit de Donald Trump, mais on a vu qu'il avait un discours de plus en plus affirmé et il semble qu'il se soit entendu pour ne pas céder trop de terrain. Alors, une question également, on va revenir bien sûr sur ce qui se passe avec Donald Trump. Une question, on revient sur Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Vous le disiez, ils ont beaucoup de points communs, tous les deux, notamment sur le changement climatique ou encore la sécurité. Il va y avoir un conseil ministériel franco-canadien en matière de défense qui aura lieu d'ici la fin 2018. Oui, bon, ça c'est un des points communs sur les questions de paix et de sécurité, c'est le rôle que pourrait jouer le Canada, notamment dans des pays où la France est déjà engagée, en Afrique subsaharienne. Donc ça fera vraisemblablement partie des discussions. Alors, on revient à ce G7 qui commence demain au Québec. Il va y avoir, bien sûr, au centre des discussions, on le disait, ces fameuses taxes américaines sur l'acier et sur l'aluminium importé de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. Une guerre commerciale qui oppose donc Washington à ses alliés. Alors, beaucoup parlent d'un G6 plus 1. Oui, en effet. Ça avait déjà commencé avec le G7 en Italie l'année dernière. De plus en plus, on observe que tous les pays les plus industrialisés, enfin les membres du G7, sont d'accord sur les grandes questions, que ce soit les changements climatiques ou l'importance de lutter contre le protectionnisme. Sur l'Iran aussi, par exemple, qui sera certainement discuté. Le seul pays qui est en porte-à-faux avec tous les autres, ce sont les États-Unis de Donald Trump. C'est assez inusité dans l'histoire du G7 où il y a toujours eu des conflits, mais jamais un conflit aussi ouvert, aussi transparent entre la principale puissance et ses plus proches alliés. Donc, la grande question, c'est de savoir s'il y aura suffisamment de points d'accord pour en arriver à une déclaration commune. Le gouvernement canadien essaie de faire baisser les attentes à cet égard en disant que probablement ce ne sera qu'une déclaration, un communiqué du président de la rencontre, Justin Trudeau, parce qu'il y a vraiment une espèce de contradiction entre l'ordre du jour qui a été voulu par le premier ministre Justin Trudeau et les sujets qui seront probablement les plus discutés. Donc Justin Trudeau voulait parler d'économie, voulait parler de changement climatique, voulait parler de féminisme, alors que les sujets qui seront probablement le plus proches des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement, ce seront évidemment le protectionnisme, l'Iran, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il parle beaucoup de changement climatique en la présence de Donald Trump. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette réunion, notamment, vous parliez du nucléaire iranien. On sait que c'est un dossier brûlant actuellement. On sait que, par exemple, Benyamin Netanyahou était en tournée européenne ces derniers jours pour convaincre les Européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni de ne plus de sortir de cet accord comme l'ont fait les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui peut ressortir de cette réunion par rapport à cet accord sur le nucléaire iranien ?
Sur ces questions-là, probablement très peu de choses. Le G7 n'est pas un lieu de négociation ou de confrontation. Donc, même si informellement, les chefs d'État et de gouvernement vont probablement se dire des choses parfois un peu désagréables, on doit s'attendre à ce qu'ils sortent du sommet, ce soit les sujets les plus consensuels, peut-être quelques initiatives. Donc, on parle d'une charte pour lutter contre la présence du plastique dans les océans. On parle peut-être de ressources financières qui seraient mises au service de la promotion des femmes dans les pays en développement. Donc, il faut s'attendre à la sortie du G7 à ce que ce soit ce genre d'initiative relativement peu conflictuelle qui soit mise de l'avant et pas nécessairement les sujets comme celui de l'Iran ou du protectionnisme qui sont les plus chauds et donc qui pourraient montrer au jour les divisions, ce que ne souhaite personne. Et même avec un Donald Trump qui finalement nie le changement climatique? En effet, alors évidemment, avec Donald Trump, aucun politologue sérieux ne s'aventure à faire de prédictions sur comment il se comportera pendant le sommet. Il n'est pas lui-même familier de ce genre d'événement qui repose sur la diplomatie, sur la civilité, donc sur les bonnes manières. Encore hier, il accusait le Canada d'avoir voulu brûler la Maison-Blanche en 1812 et justifiait ainsi ces mesures protectionnistes dans le domaine de l'acier et de l'aluminium. Donc, effectivement, c'est le grand inconnu de ce sommet, comme de tous les autres événements internationaux depuis son arrivée au pouvoir. Alors, toute autre chose, on va parler d'abord de ce chiffre qui est l'addition du sommet du G7 qui s'élève à 605 millions de dollars et des perturbations que cela engendre pour les habitants de Charlevoix, notamment le dispositif de sécurité qui a été déployé. Vous les avez rencontrés? Oui, moi j'ai passé la semaine dans la région de Charlevoix où nous organisons avec le Cerium une école d'été immersive sur le G7. Donc on a eu l'occasion de rencontrer les habitants, mais aussi les dirigeants politiques, les diplomates et évidemment les services de sécurité. Ce qui m'a frappé, c'est effectivement un dispositif de sécurité très impressionnant. On parle de 8000 policiers plus les soldats. En même temps, un dispositif qui est relativement discret, donc les gens peuvent circuler assez librement dans la région, sauf évidemment à proximité de la zone rouge. Dans la région de Québec, qui est à 140 km de l'hôtel où aura lieu le sommet, on craint beaucoup les perturbations. En fait, tout semble indiquer que ce sera plutôt calme. Peut-être que justement l'importance des moyens de sécurité mis en place et aussi le fait que Charlevoix est une région un peu enclavée. Il y a une seule route qui arrive au village de la Malbaie. Qui arrive au village de la Malbaie. Donc, ça pourrait dissuader un certain nombre de manifestants qui, de toute façon, devront manifester à 140 km dans la ville de Québec. Curieusement, on parle très, très peu de terrorisme, donc ça ne semble pas être une préoccupation au sein de la population très importante, mais il y a des choses assez intéressantes à voir sur des petites résistances de la population, par exemple, certains fermiers qui mettent du fumier pour attaquer les narines délicates des dirigeants. Merci beaucoup Frédéric Meyrand d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et restez avec nous dans un